Hey, nous sommes ici, tu es Dona. Tu me le Dona. Vraiment désolée pour le contretemps. Indian Time oblige, on le sait. Mais vraiment désolée pour le contretemps. Et tu m'as snahamadna Diego de Hadnila Megwat, Jessica Nanipo de Nagahan, Pessamit Nozabel, Conseil Mamouitoun Haddesan pour le projet Eshket, Hatigat Pegapuan. Nilmak Jish Nagachestenan, le forum, l'OHFS Nameshmwagan, Tsagadagwan, les webinaires, Tsagandadwan, Otwenzen, Tiwawidamado, Katchestamado, Tiwalo, Mak Nihaji Hagat, Tsedawat, les ateliers collaboratifs, Erne Tsagaji, Nazwawideno, Teidelmek, Tehmamelemek, Tila. Coué Jessica, coué à tous qui nous regardez à la maison, peut-être dans le confort de chez vous sur Zoom ou sur Facebook. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Gilonière Mathias. Je suis originaire de la communauté de Mashtewiyats au Lac-Saint-Jean. Je vais co-animer donc la rencontre d'aujourd'hui et les rencontres de cette semaine avec ma collègue Jessica Nanipou. Donc, ça nous fait plaisir de vous recevoir là, ici dans le studio virtuel de Québec. Donc, c'est ça, ça nous fait plaisir. Super présentation aujourd'hui, des rendez-vous thématiques à venir toute la semaine. Donc, merci d'être avec nous pour notre lancement de ce forum à Ishkat. C'est super important pour nous d'avoir des gens comme vous qui participent. Donc, merci beaucoup de votre présence. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fébrilité et d'enthousiasme qu'on vous accueille au tout premier lancement du forum Eshkit sur l'autodétermination de la nation Innu. Yeah! Écoutez, à Ishkat, depuis le début, ça fait à peu près un peu plus d'1 an que le projet il est lancé. À Ishkat, c'est plus de 200 participants, c'est plus de 60 rencontres, c'est presque autant de thématiques différentes qui sont abordées d'une semaine à l'autre avec nos panélistes dans nos cercles de discussion Zoom. Ça nous a, on va dire, propulsés depuis 1 an jusqu'au forum aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on parle d'autodétermination ensemble. Ensemble, nous, à Ishkat, mais ensemble aussi avec les participants, parce que les participants, c'est le cœur de la démarche d'Ishkat. Donc, on est content d'être là aujourd'hui. Un peu fébrile, on va dire. Là. Il y a une caméra là, il y a d'autres caméras un peu partout. On est en studio, il fait chaud, il y a les spots sur nous. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît, merci. Là, je vois des petits sourires. Là. Je suis certain que vous êtes jaloux de nous, vous aimeriez être en studio, vous aussi. On espère, évidemment, faire un prochain forum l'année prochaine et vous avoir avec nous physiquement, pouvoir vous voir, pouvoir vous prendre dans nos bras peut-être. Donc, entre-temps, on s'est dit, ben écoute, formule web, c'est mieux que rien. Donc, voilà. Je le mentionnais tantôt, il y a des gens qui sont avec nous sur Zoom, il y a des gens qui sont avec nous sur Facebook également. Les gens sur Facebook, si vous voulez avoir recours au service de traduction du français vers l'Innu, parce que la rencontre aujourd'hui va se faire essentiellement, majoritairement là, en français. Donc, pour les gens qui voudraient avoir le service de traduction, vous pouvez retrouver le lien Zoom sur notre événement Facebook. Donc, si vous vous connectez au Zoom, vous pourrez avoir recours au service de traduction. Et là, en cliquant sur la traduction, c'est marqué français vers anglais. Malheureusement, l'option Innu n'était pas disponible. Mais si vous cliquez sur anglais, c'est Clément Roch qui va vous faire la traduction en Innu. On salue Clément, notamment. Merci beaucoup, Clément, de nous permettre d'avoir ce service de traduction simultané-là. Merci beaucoup. Voilà. Kawin de Mosen et le Widan, Tsagaji de Deno, détourne le lien Zoom Facebook de l'événement que de Mac Clément Roch n'est pas d'odem Kalelouida. Ma oui, absté que oui, c'est crié que Tsagaji del Deno, que Tsagaji del Mona, à le on va maintenant aller rejoindre Gabrielle Vachon-Laurent, porteuse de plume Eshkit, qui nous offre une pensée d'ouverture avant d'entamer le forum Eshkit. Quoi, Gabrielle, Miamati? Hey, quoi, notre métier, nous sommes dans le studio virtuel qui est ma dose longue, nous avons
Québec pabelné le forum Eshket. Puis namaste beaucoup el modin. Waset no mozende en zoom. Mac de notre na comme Steve Chiozano. Den Niland de nanantam Eshket. Qu'est-ce nous te dit pour uploader? Qu'est-ce nous te dit widam? Tan et del de kiwi. Tan et hab queldek Eshket et wawidan. Matugabali namendis na behwaji ne Camille Goyan utna te dit modik ne migwan. Te dit si te mernantem tanki heduzabal Eshket. Tanki hedudan te dit utna abouan tui del dekneluke ergatuzabane le premier rassemblement Eshket. Migwan te dit pewat egwe milgoyan tiwedan magnen utam kadadhen kamamouidiat ne de au lac de l'âge. Mil datnan me Gabriel efa ti ostochist man te di ni ganabel Eshket ma efa ti to do te di im do idlut te di odna ifel matadi hirnu tamamu te di ni gander hume jeshe dodan namastamleden ken na tagone kenil edelman megwat de der de epabel ne le projet Eshket ma efa ti connaît le la confiance toi beli nodne migon Camille me dit hamem megan mastamadozele mok Namilegodit nous tamden kadat le rassemblement au lac de l'Âge qui de got et gwenil idelman et pour danot nami de chez Chirugo et masanzian keni nugam katchad magoyan antam tu digata postelmian tu en etodman tu digata idelman bon et me bon tato de megot tu dis participer au na kesi wanot Mawat ni nagadi to dan te di mamilgo idlot muk de idlosietat te digata pastelam domendish e wawidan Eshket l'autodétermination bonne e mahigat nanut abonne e kwarna hone te wat mamun antam te di tasanu te digay delemane wen que ngaka de sewa ne kamastifa chiwa mawat no tamwan te walo et deldek notamment te l'autre dit stade qui will tant bay wabdam ne le projet mi de chana que le gonde hen mak net sitene na na khodabanana tout mum qui will mande Raphaël no demande teze qui will na milgodine mi de shugawi ana kagulemat e le gonde puis se dit delman teode hat chelo tana kanega de guir que snona que det qui will ha hish no berligodina nugam natan no vid magodi tant ki hedliot abutant sitman me pegon kok se hiusite pian natam tagon kenye sito kana nugam au tigantant sitman mendish na mutan kenye anat chedlot kamutat na mutan mendish doa 6 mois bel tanti dozet tati wi hachadmo ke wi e iluimian egnot melendman mendish e imidgot e iluimianot hach na mutan kenye abutant sitman abutant sitadgot kasno idlosit ke abutant situgana nugam namasnakhamon gawi no dawi kadimil goyan kenir te di iliuyan ma te tito de manmendish idlo te di mamito te masnakhamatno Gabriel, merci beaucoup. Je suis certain que ce que tu nous as partagé et aussi l'esprit de la plume à Eshket va nous accompagner aujourd'hui, mais aussi toute la semaine. Merci beaucoup. Maintenant, les cellulaires qui regardent, des messages en privé à bouton et demande que remplissez ma boîte de Facebook Messenger à bouton et demande que je oui de maintenant qui restez vous-même qui soit en autre ganas hagolmo te dit mieux bon mendish beaucoup de ça ben ouais c'est le parti là ben bon début de forum Eshket ma minute. La réalisation du projet Eshket et le forum n'aurait pas été possible sans la collaboration de plusieurs collaborateurs qui forment la famille Eshket. On pense entre autres à l'équipe du Conseil tribal de Mamouetoun, qui est à Pessamit, au Centre d'amitié autochtone du Saguenay. Je pense à Choucan Stratégie, M. Alexandre Bacon, la Boîte Rouge Vif,
donc Logique, les Offices jeunesse internationaux du Québec, les productions Piédestal qui nous accueillent en studio ici aujourd'hui. C'est magnifique, c'est fantastique. Merci, merci de nous accueillir chez vous pour faire ce forum-là. Je pense aux membres aussi dans les communautés qui participent depuis le début et à vous aujourd'hui qui participez avec nous. Et aussi donc au ministère des Relations couronnes autochtones par l'entremise du programme de reconstruction des nations qui finance le projet HCAT. Justement, la ministre Caroline Bennett, responsable du ministère des Relations couronnes autochtones, avait quelques mots à nous adresser. Quoi? Hello, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir participer, bien que virtuellement, à cet important forum et je remercie le Conseil tribal Mamouton de cette invitation. Je tiens à souligner que je vous parle de territoire traditionnel de la Première Nation des Mississaugas du Crédit, où nous honorons tous les peuples autochtones qui ont pagayé ces eaux et dont les mocassins ont parcouru ces terres. Depuis 2015, nous travaillons à faire avancer la réconciliation, à renouveler la relation avec les communautés Inuits du Québec et les autres peuples autochtones du Canada. Bien que nous ayons fait des progrès importants, nous avons encore beaucoup de travail devant nous. J'admire le dynamisme des communautés autochtones au Québec qui revitalisent leur nation et qui s'affairent à réaliser leur vision de l'autodétermination. En rassemblant la communauté autour de son objectif de reconstruction de la nation Innu plus large, le Conseil tribal Mamouton crée un avenir plus fort pour ses membres. Et c'est bien à l'esprit de cette rencontre aujourd'hui. Je salue les réalisations du Conseil. Pour soutenir ces objectifs, nous avons mis sous pied en 2018 le programme de reconstruction des nations. Ces 3 dernières années, des communautés et groupes autochtones au Québec ont reçu plus de 5,3 millions de dollars en financement dans le cadre du programme, dont 900 000 dollars pour le Conseil tribal Mamouton. Ce financement permet au Conseil de mobiliser ses citoyens et de concerter les efforts des communautés. Entre autres, je veux souligner le dynamisme de l'initiative AHCAT, un projet rassembleur qui regroupe les jeunes ambassadeurs qui prennent déjà le flambeau de la reconstruction de la grande nation Innu. Nous continuerons de collaborer avec vous pour faire progresser la réconciliation et faire de l'autodétermination une réalité à tous les niveaux. La reconstruction de la grande nation Innu et la mise en place des structures de gouvernance passe vraiment par la mobilisation de la communauté et ses citoyens. Je salue donc le Conseil tribal Mamouton et l'initiative AHCAT Inuit pour votre travail visionnaire. Je suis convaincu que nous sommes à l'aube d'un grand mouvement et c'est ce que je souhaite pour la nation Innu. Chinashkamutin, thank you, merci.
M. Compton, Madame la ministre, et merci aussi à nos précieux collaborateurs. Merci de rendre le projet possible et aussi beau. Dans quelques instants, on va aller rejoindre nos panélistes, hein, nos précieux panélistes qui sont là. Donc, on a envie d'aller jaser avec eux. Hein. C'est eux qui sont les vedettes aujourd'hui. Donc, pour débuter notre premier rendez-vous de la semaine, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celle de l'autodétermination. Et Jessica, j'ai envie de te poser la question, vers quoi on s'en va quand on parle d'autodétermination? L'autodétermination, c'est le thème central de la démarche. C'est ce qui a motivé la mise en place de la démarche et ça continue de rythmer nos échanges quotidiennement à travers des activités qu'on organise. Le forum va nous permettre de rassembler nos visions et passer à l'action ensemble. Aujourd'hui, on s'attardera à définir c'est quoi l'autodétermination et toute la semaine, on aura l'occasion d'aborder sous différents angles, à travers différentes thématiques. L'autodétermination, pour faire simple, c'est décider nous-mêmes ce qui est bon pour nous et pour notre avenir. C'est choisir ensemble ce qui nous définit et ça prend différentes formes. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver. Dans le fond, pour faire simple, l'autodétermination, c'est d'être dans l'action. C'est des gestes qu'on peut faire à haut niveau, oui, parfois, mais plus souvent qu'autrement, c'est des gestes que nous, en tant que citoyens, on fait au jour le jour. Donc, c'est important de prendre part à ces chemins-là. C'est important de participer à l'autodétermination. Puis je pense qu'en participant aujourd'hui au forum, vous participez d'une certaine façon à cette autodétermination. Donc, on veut être dans l'action et vous êtes dans l'action aujourd'hui. Et pour en parler plus profondément, donc on a avec nous 3 invités qui connaissent l'autodétermination et qui travaillent chacun à leur façon sur l'autodétermination. J'accueille avec moi, je ne sais pas si on peut présenter Hélène. Hélène Boivin, membre de la communauté de Mashteuiat, très impliquée dans les dossiers politiques. Depuis 1995, Hélène est coordonnatrice aux relations gouvernementales et stratégiques. Et depuis 2019, tu agis en tant que présidente de la commission Tepélémé-Tichun. Merci, Hélène, de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'autodétermination. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bien, merci de m'avoir invité. Très contente d'être là aussi. Ça nous fait plaisir. On va aller accueillir notre deuxième participant. Notre deuxième participant est Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992, natif de Pessamit. Quoi, Ghislain, Miamachi? كويس بوهو هذا النوع لدرجة ما هو يبشتي به ما ندي بشتمان دل ما قاعد On a stamlendena, en tout cas, dit Takwanin ou de Hen pour tu dis Basmin pour le forum. Oui. On va maintenant accueillir notre troisième participant, Maître Marie-Claude André Grégoire. Marie-Claude est Innu de la communauté de Ouachat-Macmillan-Tenam. Elle s'est jointe à l'étude O'Reilly et Associés, tout d'abord comme étudiante et stagiaire, et à titre d'avocate depuis décembre 2014. Elle est maintenant associée au sein de l'étude O'Reilly, André Grégoire et Associés. Coué, Marie-Claude, ça va bien? Coué, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va. Donc, prêt à nous parler d'autodétermination aujourd'hui? J'ai envie de vous poser la question. On peut peut-être commencer avec Hélène, qui est avec nous, ici en studio. Dans tes mots à toi, dans ta perspective, selon ton bagage personnel et professionnel, comment est-ce que tu définirais l'autodétermination? Je dirais que c'est de décider nous-mêmes et de faire nous-mêmes et d'y aller selon notre vision à nous, en s'inspirant de notre histoire, de notre vécu, de nos expériences, puis en étant projeté dans l'avenir. Fait que moi, je dirais que l'autodétermination, c'est comme ça que je la définirais. C'est de décider nous-mêmes, que ce ne soit pas les autres qui décident pour nous-mêmes, que ce ne soit pas l'extérieur, mais que ce soit nous-mêmes en fonction de notre vision, de nos orientations, puis de la façon dont on veut que les choses se passent. Voilà. Je ne sais pas si on peut aller maintenant rejoindre Ghislain. J'aimerais entendre ta vision
de l'autodétermination? Koi non temetchik ni ga tok ko mlo deminate bohrat tutai. Aini ne ga hui temajes ne mo chi kum ga ga no bat mo kho ni jiwan klema. Wa mo de mo ga ga no chi mo mel sitmarun donc, c'est ça, je me permettais une parenthèse, là, juste pour saluer notre interprète Inou là, pour aujourd'hui. Puis, je me permettais une parenthèse pour lui souhaiter une bonne journée d'anniversaire, si ma mémoire me sert bien. Non, bien, écoutez, c'est un grand sujet, hein, puis je pense que ça... j'entendais plutôt une référence à l'effet que la question se pose au sein des communautés de Mamuitun depuis déjà quelques années, mais en réalité, la question se pose depuis encore plus longtemps, je pense au niveau des peuples autochtones à l'échelle planétaire, sachant qu'il y avait déjà certains de nos représentants qui foulaient à l'époque les planchers de la Société des Nations au début des années 1900, 1923, pour justement faire reconnaître le caractère autonome en tant que nation. Et tout ça me fait dire finalement que l'autodétermination, ça n'a jamais cessé d'exister. C'est clair qu'on on a connu des bouleversements, des brèches là, dans notre cheminement là, qui remontent à quelques siècles maintenant. Mais je pense que la ministre disait plutôt qu'on est dans un processus de reconstruction de la nation. Je pense qu'il faut carrément parler de construction parce que, pour les raisons que je citais un peu plus tôt, on n'a jamais cessé d'exister comme peuple et je pense que le titre du forum l'indique très bien. C'est de savoir un peu ce qu'on amène de notre passé et comment finalement on adapte tout ça devant les défis qui se présentent à nous comme nation aujourd'hui. Hein? Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus d'ailleurs parce que une des choses à laquelle nous sommes parvenus après plusieurs décennies, plusieurs siècles de lutte, c'est qu'on arrive finalement comme peuple à une étape importante de notre cheminement qui est celle qu'on a finalement la capacité de nous fixer nous-mêmes des idéaux. Hein. C'est un peu ce que Hélène disait un peu plus tôt, de nous fixer nous-mêmes des idéaux, là, mais en même temps en se rappelant que nos idéaux sont souvent confrontés à des réalités qui sont peut-être plus difficiles un peu à accepter et je pense que ça fait partie de la démarche aussi. Je veux évidemment souligner la participation de Gabriel pour l'ouverture de ce forum et je voulais le souligner surtout en cette journée très, très spéciale de la femme. C'est important de mettre cette composante-là importante de notre nation, sachant que les femmes, dans la plupart de nos communautés, représentent plus de 50% de nos populations. Donc, je pense que l'approche vers une pleine autodétermination chez nos peuples, je pense, appelle aussi à la contribution de tous et de toutes. Et je pense que ça fait partie des défis qui se présentent à nous comme société. Mais ultimement, là, c'est comme ça a été dit tantôt, ça ne peut pas être plus simple que cela. C'est vraiment d'aller chercher la capacité de pouvoir nous-mêmes créer des structures qui nous sont propres et des structures que nous aurons la capacité de vraiment définir. D'ailleurs, l'article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones le dit très, très clairement. Là, c'est la capacité pour nos peuples de pouvoir mettre en place et maintenir leur propre structure au niveau social, économique et politique, évidemment. Beaucoup, Ghislain. Marie-Claude, on va aller maintenant à toi. Je te pose la question, comment, de ton point de vue, tu définis l'autodétermination? Oui, bien en fait, effectivement, ce que mes prédécesseurs ont dit résume beaucoup, mais je pense que le but d'une autonomie gouvernementale, d'une autodétermination, c'est vraiment l'avancée d'un peuple qui est fier de ses traditions, fier de sa coutume, de son histoire et qui comporte dans le fond une identité forte qu'ils veulent léguer à ces générations futures.
présente et future même. Et donc, j'irais là-dessus pour dire que je pense qu'on peut aller... la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones nous donne justement ces éléments-là vers une autodétermination. L'article 3 et 4 parlent justement exactement du droit des peuples autochtones de s'autodéterminer dans les différentes sphères, là, autant au niveau social, économique, territorial aussi. Et je pense qu'on peut viser justement vers un nouvel ordre de gouvernance au Canada, au Québec, donc d'avoir une juridiction qui est différente, une juridiction qui est propre aux communautés, à la nation Innu, donc vers un nouvel ordre de gouvernement qui aurait, dans le fond, l'autonomie, notre indépendance et qui aurait une vision d'égalité avec le fédéral provincial et non une vision hiérarchique comme c'est le cas actuellement. Merci, Marie-Claude. Avant qu'on poursuive, j'ai oublié de vous mentionner qu'à la fin de la rencontre, on va se prévoir un temps pour des questions. Donc, les gens, soit sur Facebook, soit les gens qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez nous soumettre vos questions en commentaire dans le chat. Et nous, on va essayer d'en ramener quelques-unes. On va se garder à peu près peut-être une dizaine de minutes à la fin pour des questions que vous avez peut-être envers nos panélistes. Donc, ils pourront essayer d'y répondre s'ils n'y ont pas répondu dans le cadre de leur présentation. Mais n'hésitez pas à partager, à nous donner des commentaires sur comment est-ce que vous aimez la rencontre, comment est-ce que vous aimez le format, est-ce que ma chemise, elle est belle et bien repassée, je ne sais pas. N'importe quoi, tant que c'est gentil. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos feedbacks, vos questions également. Je vais donc poursuivre avec ma deuxième question. Vous l'avez mentionné un peu vite fait, là, il y a des défis, évidemment, quand on parle d'autodétermination. On ne se le cachera pas, on est dans un contexte où est-ce que la loi sur les Indiens est toujours en vigueur. Dans nos communautés, on est soumis à la loi sur les Indiens encore. Mais il y a aussi des opportunités qui se présentent à nous. Et je vous pose la question, là, quels sont ces défis plus particulièrement et c'est quoi les opportunités qu'on a de faire l'autodétermination aujourd'hui? Hélène, on va commencer avec toi. Bien, le défi, écoute, j'ai la chance d'avoir la parole. Le défi, c'est d'être ensemble, toute la nation Innu. Parce que, bon, je pense Marie-Claude l'a mentionné, Ghislain aussi. On est une nation quand même, la nation Innu, une nation qui est fière, une nation qui a une histoire qui est extrêmement riche. On a aussi, comment je pourrais dire ça? Donc, on a des réussites. On a des échecs aussi, mais je pense que le plus gros défi, c'est d'être ensemble parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec. Hein, on représente seulement que 2,3 % de la population au Québec, les peuples autochtones. C'est sûr que sur le plan politique, même, on n'est pas... comment je pourrais dire ça? Le poids du nombre joue contre nous. Fait que le plus gros défi, c'est d'être ensemble, de se mobiliser ensemble autour d'enjeux communs. Puis les opportunités, justement... Là, tu parles des opportunités, parce qu'on a des enjeux communs. Puis moi, je pense qu'un des enjeux des plus importants qu'on a à relever comme Première Nation et comme Nation Innu, c'est de maintenir notre culture encore vivante dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Où est-ce que c'est... on sait, là, on ne se le cachera pas, même si on a une culture qui est très, très forte, qui est encore omniprésente, il reste que cette culture-là, on doit continuer à poursuivre nos efforts pour la maintenir encore vivante. Fait que les opportunités, l'autodétermination, moi, c'est comme ça que je le vois surtout. C'est sûr qu'il y a des enjeux territoires, des enjeux éducation, enjeux sociaux, mais pour moi, en tout cas, je considère qu'un des aspects, des opportunités qu'on a, c'est de s'affirmer par rapport à notre culture distinctive, puis de faire en sorte de retrouver notre souveraineté en tant que Première Nation et en tant que nation Innu, parce qu'on était une nation souveraine. Si on regarde dans notre histoire, on en était une nation souveraine qui avait des réseaux d'échanges extraordinaires, qui parcouraient de vastes territoires, puis qui avait une culture extrêmement riche. Fait que moi, je pense que les opportunités au niveau de l'autodétermination, au-delà, je sais qu'il y a des enjeux, comme je vous dis, l'éducation et tout ça, mais c'est surtout pour notre culture, à nous, comme Première Nation, qu'il faut absolument
Je pense qu'on est... des fois, j'ai tendance à être un peu fataliste, mais j'ai l'impression des fois qu'on est un petit peu à minuit moins une là, par rapport à ces aspects-là. Fait que l'opportunité de l'autodétermination, c'est de pouvoir vraiment là, mettre tous les efforts possibles pour qu'on puisse continuer à exister comme peuple, avec nos particularités, avec nos spécificités, puis le plus possible d'être ensemble. Voilà. Très bien. Ghislain ou Marie-Claude, je ne sais pas si vous aimeriez peut-être rebondir sur ce qu'Hélène partage ou si vous aviez autre chose à partager par rapport aux défis et aux opportunités qui se présentent à nous. Marie-Claude, tiens, on va aller à toi. Désolée, il faut que je fasse un mute, puis ça ne marchait pas. En fait, je continuerai un peu sur... c'est sûr que moi, je pratique en droit, donc beaucoup dans l'aspect territorial, puis je dirais que un des grands défis que le peuple Innu vit comparativement à d'autres communautés autochtones à travers le monde, c'est vraiment... Je pense que, comme tout peuple autochtone, notre identité est énormément, si ce n'est pas complètement relié au territoire. Et le fait qu'encore aujourd'hui, nos territoires sont, bien qu'on les affirme et protégés par la Constitution canadienne, mais qui ne sont pas reconnus officiellement par les gouvernements, c'est un immense défi en soi. Et je donne l'exemple, par exemple, de la Colombie. En Colombie, les peuples autochtones, leurs droits sont reconnus, les droits territoriaux sont reconnus par les gouvernements, par la Constitution. Et déjà, c'est un défi de moins. Et eux ne pouvaient pas croire, en fait, qu'au Canada, où ils ont une vision que c'est un pays occidental où les peuples autochtones devraient être reconnus et respectés, ils ne pouvaient pas imaginer, justement, encore aujourd'hui, en 2021, des Autochtones du Canada se battaient pour la reconnaissance de leur territoire. Et je pense que malheureusement, c'est un des grands défis que les Inuits ont devant eux, c'est justement cette reconnaissance-là judiciaire ou par les gouvernements, par les compagnies, de l'autodétermination territoriale, de cette reconnaissance-là du Nitassinan pour les peuples autochtones, pour les Inuits. Et je pense que ça chemine un peu avec justement le projet de loi C-15 où le gouvernement fédéral veut intégrer la Déclaration des Nations unies des droits des peuples autochtones à travers une loi. Bon, il y a beaucoup de points positifs et négatifs de ce projet de loi-là. Je n'ai pas le goût d'embarquer là-dedans ce matin, mais je pense que c'est déjà la Déclaration des Nations unies à l'article 26 en parle de cette justement reconnaissance-là du territoire qui doit être faite au peuple autochtone. Et il y a l'exemple des Cris qui a signé justement la loi sur l'accord concernant la gouvernance de la nation Cri, où eux sont arrivés par petits pas à avoir une reconnaissance de leur propre autodétermination. Et par cette loi-là qui a été adoptée, cette loi fédérale-là, les Cris ont maintenant le pouvoir de faire leur propre constitution, d'adopter des lois Cris et qui soient reconnues par le fédéral et le provincial. Donc, je pense que ça serait un beau défi pour les Inuits d'arriver. On sait que Massouiash procède actuellement à justement la rédaction de leur constitution, mais c'est un bon exemple à suivre. Et je pense que ça serait des bons défis à arriver justement à avoir pour le peuple Innu, à travailler ensemble, comme disait ma collègue, mais à arriver justement à cette reconnaissance-là autant territoriale, mais aussi d'arriver peut-être même à adopter leur propre loi dans divers domaines.
Marie-Claude, juste avant qu'on aille à Ghislain, là, tu faisais référence au projet de loi C15. Tu dis, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais est-ce que tu peux quand même tu fais référence à la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu rapidement, là, juste pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec c'est quoi la déclaration et qu'est-ce que ça ferait, en fait, de prendre cette déclaration-là, qui est au niveau des Nations unies, et de l'amener au niveau fédéral, entre autres. Oui, bien c'est ça. En fait, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été, dans le fond, signée sans réserve par le gouvernement fédéral, mais le statut d'une déclaration internationale a, dans le fond, seulement des obligations morales. Donc, pour ne pas dire légales. Donc, dans le fond, au niveau juridique, on ne peut pas poursuivre le gouvernement fédéral ou même provincial pour dire qu'ils n'ont pas respecté la Déclaration des Nations unies parce que c'est simplement une déclaration. Tandis que l'autre côté, s'il y avait eu une convention, dans ce cas-là, le gouvernement fédéral aurait pu être poursuivi directement en fonction de cette convention. Par exemple, qu'il y aurait eu des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, il y a vraiment deux distinctions à avoir, soit une déclaration, donc il n'y a pas vraiment d'obligation légale, c'est plus une force morale, et la convention qui, là, engendre vraiment des obligations légales pour les gouvernements qui signent une convention. Dans le cas du projet de loi C15, c'est un projet de loi fédéral où initialement, ça avait été porté par Roméo Saganash. Le projet avait été mort au feuilleton, comme ils disent, et a été repris récemment. Et donc, le but, c'est comment je pourrais dire? Dans le fond, c'est d'amener la Déclaration des Nations unies dans une loi fédérale. Mais je pense que le gouvernement fédéral n'est pas encore assez prêt à adopter la Déclaration des Nations unies dans une loi qui aurait comme impact là, vraiment d'adopter chaque point de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans l'ensemble de leurs lois. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un projet de loi C15 où ils demande de mettre un plan d'action en collaboration et en consultation des peuples autochtones pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations unies. Sauf que, encore là, c'est pas qu'ils adoptent la déclaration puis que l'ensemble des lois fédérales doivent respecter la Déclaration des Nations unies. C'est simplement qu'ils vont faire un plan d'action afin d'atteindre les objectifs. Donc, ça manque encore un peu de force, je dirais, là, au niveau juridique, c'est loin d'être idéal. Mais encore là, c'est un petit pas quand même franchi par le fédéral qui a signé déjà depuis, je pense, c'est en 2010, la première fois, avec des réserves, par contre, la Déclaration des Nations unies. Mais je pense que l'ensemble des Premières Nations au Canada s'entendent pour dire que ce n'est pas assez de faire un plan d'action. Ils auraient voulu plus d'engagement concret du fédéral pour la mise en œuvre de justement cette Déclaration des Nations unies. Le gouvernement Legault s'était déjà prononcé, je pense l'année passée, sur les craintes pour eux d'adopter officiellement dans une loi provinciale la Déclaration des Nations unies parce qu'il y a, comme je disais tantôt, des articles qui concernent vraiment la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans le territoire, dans leur Nitassinan pour les Inuits. Et ils ont des craintes concernant là, vraiment l'impact que cela a sur l'intégrité territoriale de la province et les pouvoirs du gouvernement provincial. Sauf que, comme l'a dit plusieurs communautés autochtones, mais aussi plusieurs organismes autochtones au Québec, c'est une mauvaise interprétation de la Déclaration des Nations unies que le gouvernement provincial a fait, selon moi.
je ne sais pas si je réponds aux questions, j'essaie de verbaliser, là, mais si vous avez d'autres questions, je peux y répondre à la fin aussi. C'est très bien. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je pense que ça nous éclaire un peu plus. Monsieur Chef Picard, je vais vers vous maintenant. Défis, opportunités. Je sais que vous avez peut-être ce plus big picture en travaillant avec les chefs de toutes les nations autochtones au Québec et au Labrador. De votre perspective à vous, c'est quoi nos défis, c'est quoi nos opportunités? Ah, monsieur Chef Picard, on ne vous entend pas. Pourtant, je devrais être habitué. Non, ben, ce que nous partage Marie-Claude, je pense que c'est très tentant là, de tomber dans cette discussion-là sur le rôle, la place et en fait ce que devraient faire les gouvernements là, à tous les niveaux, tant provincial que fédéral, et je dirais même autre. Mais je vais essayer de me concentrer sur les éléments qui, à mon sens, peut-être soit accélèrent ou ralentissent notre cheminement. Puis je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un juste milieu, là, puis c'est-à-dire trouver un fonctionnement là, qui nous apporte le confort nécessaire. Et en fait, pour moi, le premier obstacle, c'est sans doute nous-mêmes comme peuple. Et je vais tenter de m'expliquer un peu là, sans pour autant avoir une opinion qui est accusatrice, là, mais juste placer les choses de mon contexte à moi, parce que j'ai l'opportunité de participer à ça, un peu comme Robin, non? En tassant un peu mon chapeau de chef de la PNQL qui représente une dizaine de nations et de m'insérer dans une discussion que je juge importante, je dirais même essentielle au sein de la nation Innu. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. J'ai une bonne amie qui était, jusqu'à il y a quelques années, ministre de la Justice sous le gouvernement de M. Trudeau, et qui disait à l'époque qu'il y a quelque chose qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire seuls les peuples colonisés peuvent se décoloniser. Et c'est un peu le défi qui se présente à nous là, comme peuple, c'est-à-dire revoir nos façons de faire et vraiment se donner un peu un élan là, proactif vers, je pense que des gestes qui se doivent d'être posés, et je dirais même des gestes importants. Notamment c'est-à-dire le réflexe de se donner des références importantes. Là. Je me souviens d'avoir participé à une rencontre des chefs Innu il y a quelques années, là, dans une quasi-tempête à Escipit, là, une quasi-tempête de neige, et c'était pour marquer une étape importante qui était celui de se donner un drapeau pour la nation Innu. Et ça, je pense que ça fait partie de ces quelques signes là, importants là, qu'un peuple doit se donner, si ce n'était que pour aller chercher un peu l'accolade de sa population. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. L'autre événement, bien, un peu plus récent, qui vient un peu, je pense, peut-être servir un peu d'emblème aussi à la nation, là, indépendamment des positions qu'on prend, c'est l'annonce au début du mois de février sur le projet APUIT, hein, qui est quand même un élément, je pense, quelque part qui est rassembleur de la nation selon la direction qu'on donnera au projet. Je me permets une parenthèse parce qu'elle est importante là, qui vient un peu tester notre patience. Quoi qu'on en pense, là, il y a quand même eu une convention de la baie James en 1975 qui, soi-disant en passant, a été négociée d'à peu près 3 ans, 4 ans. Et il n'y a jamais eu de négociation aussi rapide depuis et même avant. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler, là, et quelque part, bien, ça donne très certainement un rapport de force aujourd'hui. N'empêche que la nation Cri, hein, presque 50 ans plus tard, vient à peine d'adopter sa première loi qui touche la langue Cri l'année passée. Donc, avant même de se rendre jusqu'où la nation Cri s'est rendue, je pense qu'il y a ça qui se présente également comme défi. Mais quand je dis
finalement, le premier obstacle, c'est nous-mêmes. Je me souviens d'un commentaire que un de nos frères faisait là, il y a déjà plusieurs années, là, un bon ami à moi d'ailleurs, quelqu'un de la nation Innu ou de Innu Nation du côté du Labrador, qui, dans les quelques commentaires qu'il s'est permis de formuler, qui disait, bon, je pense que c'est le temps qu'on passe du temps à vraiment travailler sur nos fondations. Tu sais, on ne peut pas parler d'autodétermination, d'autonomie, si on n'assure pas que les personnes pour lesquelles on travaille sont à la base autonomes aussi. Et je pense qu'ici, là, sans faire le procès de l'histoire ou du passé, là, je veux dire, on a été vivement écorchés là, à travers plusieurs décennies, avec des douleurs qui sont profondes et qui restent encore très, très marquées là, au sein de nos populations. Donc, il y a également cet aspect-là, je pense, qui mérite une réflexion là, pour savoir comment, en même temps qu'on fait la promotion de l'autodétermination, de notre autonomie, on s'assure que nos fondations sont solides et que nos fondations croient, c'est-à-dire nos citoyens et citoyennes croient à cette volonté-là qui est hautement politique. Là. Mais je pense qu'on doit un peu soutenir. Tu sais, le dernier exemple que je pourrais donner, c'est on a souvent été appelés à marcher dans les rues pour protester, contester, protester contre une loi, contre une situation, une position. Et je disais à certains collègues au niveau national, bien, peut-être qu'il faut arrêter de faire appel à nos populations, tu sais, de se mobiliser. Parce que la chose la plus injuste qu'on puisse leur faire, c'est de leur demander de se mobiliser sans expliquer pourquoi on le fait. Et c'est quoi le bien fondé de la démarche politique. Ça aussi, c'est important, je pense. C'est par souci de transparence et par souci aussi que si les gens doivent être dans le coup, ben, ils doivent savoir pourquoi. Moi, j'aurais peut-être une question. Je vais d'abord la poser au chef Ghislain Picard, mais par la suite, je vais donner la parole aux autres. Dans les actions, de façon individuelle et collective, c'est quoi qu'on pourrait faire pour avancer dans l'autodétermination? Bien, c'est ça, sans vouloir porter de jugement, là. Je pense qu'il faut trouver une façon, selon moi, là, d'aller faire la promotion de la participation citoyenne. Et ça, bien, on sait très bien qu'on a des... Bon, on dit qu'on a hérité de structures coloniales, là, comme les conseils de bande. Et c'est un peu à ça que je référais tout à l'heure, plus tôt, dans le forum, là, quand je disais bon, on hérite d'un passé, finalement, qui est d'aujourd'hui notre présent, là, qu'on est gouverné par des conseils de bande au niveau local. Et c'est ça qui est le défi qui se présente à nous. Hein, puis je pense que le titre du forum l'indique bien. Bien, c'est quoi notre passé au juste et comment on l'adapte par rapport aux défis qui se présentent à nous au présent. Et je pense que pour moi, là, notre population là, est vraiment, à mon sens, un incontournable. Là. Comment on s'assure que nos communautés sont vraiment au fait, tu sais, j'écoutais Marie-Claude tantôt parler de C15 puis de la déclaration. Ça, c'est un exemple de choses qui méritent leur place, je veux dire, dans le contexte public de nos communautés. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour bien expliquer, bien, quand on parle de déclaration, de quoi il s'agit au juste? On dit que c'est une génération de travaux au niveau international, mais il y a plusieurs choses qui précèdent tout ça aussi. Là. Et je pense que c'est important aussi pour nous d'aller, je dirais, s'assurer que les jeunes chez nous, parce que je veux dire, on dit toujours que c'est notre plus grande richesse, que c'est notre, je veux dire, au niveau démographique, c'est la majorité de nos populations, bien, il faut s'assurer que les jeunes, là, aujourd'hui, qui sont ados, qui vont devenir adultes dans 5-6 ans, là,
je veux dire, aient cette matière-là en main là, pour pouvoir finalement prendre le relais de personnes comme moi et d'autres qui vont éventuellement laisser place à cette jeunesse montante. Fait que je pense qu'il y a une démarche qu'il nous faut assurer, là, une espèce de continuité. Écoutez, on est rendu loin là, de ce que j'entendais ou de ce que j'ai vu, moi, au début des années 70, là, quand on parlait essentiellement de prise en charge, c'est-à-dire aller chercher les responsabilités d'un ministère au fédéral principalement, puis faire ces responsabilités-là, les faire nôtres finalement. Je veux dire, on est rendu beaucoup plus loin, là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est même pas supposé être ici, là. Je veux dire, si les politiques assimilatrices là, avaient réussi leur travail il y a 150, 200 ans, là, je veux dire, on ne serait même plus ici à parler de tout ça. Je veux dire, on serait disparu de la map, là. Tu sais, il faut pas, il faut dire les choses comme elles sont, là. Et je pense que ça, c'est un aspect important, puis ça devrait nous donner l'énergie, la conviction, parce que, tu sais, on parle souvent de notre résilience, là, et je pense que c'est ça, une des plus belles démonstrations, là, c'est qu'on a réussi à traverser vent et marée, là, puis je veux dire, on est toujours debout, et plus encore parce que moi, je ressens beaucoup, beaucoup cette fierté-là au niveau de la jeunesse, là, puis il faut la nourrir, cette fierté-là. Je suis vraiment d'accord, fierté, puis en parler à nos enfants, je pense que c'est déjà un grand pas. Je vais laisser la place à... Hélène. Hein? Hélène. Hélène. Bien, d'adopter nos propres règles. D'adopter nos propres règles. Par exemple, là, M. Picard, le chef Picard a donné l'exemple des CRI qui ont adopté leur propre loi concernant la langue. Bien, moi, je pense que les actions qu'on doit mettre en place, c'est d'adopter nos propres règles. Comme à Mashtoyats, on a pris la voie d'écrire notre propre constitution pour qu'on puisse décider quelle structure politique on veut mettre en place comme Première Nation, justement sur la base de notre droit à l'autodétermination, quelle structure qu'on veut mettre en place, comment on veut qu'elle fonctionne, cette structure-là, qu'elle soit composée de qui, de voir comment s'organiser, de décider, au lieu de, pas au lieu, mais de voir comment on veut s'organiser au niveau du territoire, parce que Mme Grégoire en parlait tantôt, c'est une question qui est très importante. Quelle étendue des pouvoirs, comme par exemple, quel est le niveau d'étendue des pouvoirs qu'on veut avoir sur notre territoire, puis d'adopter nos propres... c'est sûr que je donne l'exemple de Mashtoyats parce que je le connais bien. Par exemple, d'avoir nos codes pratiques par rapport à nos activités traditionnelles, d'avoir nos propres règles de gouvernance par rapport aux territoires familiaux et aux territoires ancestraux. Fait que moi, je pense que les actions, bien, on est là, on est dans les actions de mettre en œuvre des règles, des structures, des lois pour qu'on puisse atteindre notre objectif et selon la vision qu'on a aussi. Puis moi, je pense que tout part d'une vision dans un premier temps. Puis effectivement, Ghislain l'a mentionné, la mobilisation et l'implication des gens, je pense que chacun dans les communautés, c'est hyper important que les gens puissent s'impliquer, puissent participer, puissent donner leur point de vue, puissent dire qu'est-ce qu'ils veulent, puis comment ils le veulent, puis l'avenir, comment ils le voient. Je pense que si on n'a pas la part de chacun des membres de nos communautés, ça va être très difficile de réaliser l'autodétermination. Fait que moi, je suis un peu d'accord avec Ghislain que aussi, chacun d'entre nous, comme Inuits, on a une contribution, on a des actions à poser pour arriver à notre autodétermination. Ce n'est pas juste l'affaire des conseils de bande, ce n'est pas juste l'affaire des institutions, c'est l'affaire aussi de la population. Avant qu'on aille peut-être voir Marie-Claude, j'ai envie que tu nous parles peut-être un peu plus, pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant de la démarche constitutionnelle à Mashtoyats, de nous expliquer concrètement quelle forme ça prend, justement, pour arriver à ça. Tu sais, tu parles de consultation, tu parles de parler avec les membres. C'est ça, j'ai envie en fait, c'est vraiment une... moi, c'est comme ça que je l'expliquerais. C'est vraiment, d'abord et avant tout,
c'est une affirmation. Nous, on affirme, comme Pequagami Inuits, qu'on a le droit de se gouverner. OK? Puis la démarche, justement, c'est pour établir comment on veut se gouverner, avec quelle structure, avec quel mécanisme, ça va être qui nos représentants, on va s'inspirer de quoi exactement. Fait que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de consulter justement les Pequagami Inuits pour qu'ils puissent nous alimenter, pour écrire, parce que c'est le mandat qu'on a. On a le mandat de consulter les membres de la Première Nation, d'écrire un projet de constitution. Je sais que des fois, ça heurte des gens parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'on est un peuple à tradition orale puis que du moment où on écrit, on joue le rôle du colonisateur. Sauf qu'aujourd'hui, il faut prendre les outils qui existent, je pense, puis il faut être à l'ère de notre temps. Fait que d'écrire un projet qui va établir notre propre structure politique et notre propre structure de gouvernance. Fait que le projet, c'est ni plus ni moins ça. Et nous, on a le dernier mandat qu'on a, c'est de soumettre un projet en référendum à notre population. Fait que c'est d'écrire un projet, là, de voir, comme, au lieu d'être un conseil de bande, bien, comment on voit notre gouvernement, ça va être qui les représentants, comment ils vont être élus, etc. C'est tout ça qu'on est en train de discuter et d'être alimenté par les gens de la Première Nation pour voir comment ça va, quelle forme que ça va prendre. Et ce qui est fait à Mashteuiat, est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est un outil parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que parce que c'est ce qui est en marche à Mashteuiat, que c'est nécessairement ce qui est la meilleure option pour les autres communautés aussi. Bien, chacun a le choix. Moi, c'est sûr que je vous dirais c'est sûr qu'il y a des sujets d'intérêt national, on s'entend. Là. Puis même, je vous dirais que même les gens qu'on a de notre communauté, depuis qu'on a commencé à travailler sur le projet de constitution, c'est des éléments qui... Puis d'ailleurs, la prochaine rencontre qu'on va avoir, là, le prochain cercle de discussion, c'est d'ailleurs ce qu'on va aborder, toute la question de l'adhésion à la nation et comment c'est quoi notre vision par rapport à ça. C'est sûr que nous, on a pris cette voie-là parce qu'on considère que c'est une bonne voie pour arriver à atteindre nos objectifs. Mais il y a d'autres moyens aussi qui peuvent être utilisés. C'est au choix des gens. Mais une constitution, c'est sûr que c'est... Là, on parle d'un haut niveau. Là, on parle d'un document qui est à un haut niveau politique. Fait que nous, c'est ce qu'on a choisi. Puis c'est pas impossible. Et j'espère, et même je souhaite que nous, on va donner l'exemple et que d'autres communautés Inuits puissent faire la même chose, puis qu'un jour, on arrive même là, à une constitution de l'ensemble de la nation Inuit. Là. Si, mettons, ça peut aller jusque-là. Fait que moi, je pense que il faut continuer à penser dans cet objectif-là. C'est sûr que nous, on le travaille à l'échelle de la Première Nation, mais ce n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y a d'autres groupes là, qui emboîtent le pas puis qu'on fasse des liens avec les projets de constitution qu'on a élaborés, parce qu'il y a déjà d'autres démarches en passant qui ont été faites. Hein. Je vous dirais qu'à Pessamit, il y a des démarches qui ont été faites dans le passé pour adopter une constitution. La même chose au niveau de Mamit Inuit. Il y a des démarches qui ont été faites, mais c'est sûr, c'est des projets qui ne sont pas arrivés à terme. Mais là, il faut arriver, je pense. Là, on est rendu là. C'est important qu'on arrive à des projets à terme. Je pense que c'est important pour l'avenir de notre nation puis de nos Premières Nations. Fait que moi, je souhaite en tout cas qu'à Mashteuiat, on arrive à un projet de constitution. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Marie-Claude. Les actions de façon individuelle et collective qu'on pourrait faire pour avancer dans l'autodétermination? Oui, bien, en fait, je pense que le style de forum, comme le forum EJCAT en ce moment, est une belle forme de réalisation justement pour individuelle, mais aussi collective pour donner l'opinion, prendre en note l'opinion de tous les participants, de membres de la nation Innu, sur des enjeux aussi sensibles que les différents sujets d'EJCAT. J'irais un peu comme Ghislaine, ce qu'il disait tantôt. Je pense que les actions collectives et individuelles, il faut que les gens connaissent le passé pour comprendre le présent actuellement. Donc, je pense que le plus grand défi, c'est vraiment de s'informer de ce qui a été fait dans le passé, de c'est quoi notre histoire en tant que peuple, pour pouvoir comprendre où on est et pour pouvoir se positionner sur ce qu'on veut devenir.
et qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants. Et je pense que c'est, bien qu'il y a beaucoup de sujets qui sont sensibles, je pense que c'est des débats qu'on doit avoir collectivement sur quelles sont notre vision, autant pour notre jeunesse, la protection de la jeunesse. Est-ce qu'on veut établir justement un nouvel ordre de gouvernement, comme Massouiache, comme Mme Bacon en faisait état tantôt? Est-ce qu'on veut revoir notre système territorial? Est-ce qu'on veut revoir justement la loi sur les Indiens? Est-ce que, en tout cas, je pense qu'il y a différents sujets que l'ensemble de la population doit connaître le passé, comprendre le présent pour voir où ils veulent s'en aller, puis aller dans ces débats-là, même si on sait que ça va être difficile, on sait que c'est des sujets sensibles, mais je pense qu'on doit le faire pour arriver vers une vision justement de l'autodétermination par consensus. Et le mot consensus, je pense, est un mot très important dans des sujets aussi sensibles qu'on doit aller. Parce que si on n'a pas un consensus de la population, des membres, si les gens ne participent pas, alors comment on peut penser à arriver avec une solution à un avenir où les gens vont se sentir interpellés? Donc, on sait qu'on n'arrivera pas à être tous d'accord, mais si on prend des décisions par consensus, moi, je pense qu'on peut, c'est déjà là un bon défi, mais je pense qu'on peut avoir des actions collectives qui vont nous amener vers une vision d'autodétermination qui va vraiment rejoindre tous les membres de la population. Merci, Marie-Claude. Écoute, on est déjà rendu à la dernière question et j'ai envie qu'on se permette peut-être de rêver un peu en guise de conclusion, là, avant qu'on aille peut-être à une courte période de questions. Je rappelle aux gens, c'est toujours l'occasion de nous soumettre vos questions, soit dans le chat ou éventuellement peut-être de lever la main. Les panélistes, j'ai envie de vous demander, dans 15 ans, où est-ce qu'on se voit? Où est-ce qu'on se voit en tant qu'Inuit, en tant que nation? Hélène? Bien, moi, je nous vois assurer notre gouvernance sur l'ensemble de notre territoire. Je nous vois adopter nos propres règles d'appartenance, avoir nos propres outils et structures politiques. Moi, je nous vois là dans 15 ans. Oui. Es-tu utopiste, selon toi? Non, c'est pas utopiste. Je considère qu'à Mashtuyat, je pense qu'on est prêt. Puis dans d'autres communautés, je vois que les gens sont prêts aussi. Fait que oui, je pense que c'est possible. On est là. On est rendu là. Puis on fait des pas, là. On fait des pas énormes. On s'en rend pas compte, là, mais à chaque année, on franchit des pas énormes en tant que... Puis je pense justement, on est dans ce processus-là de décolonisation. Fait que moi, je me dis, dans 15 ans, là, je vois je vois une forme de gouvernance sur l'ensemble du territoire. Je vois des gens qui sont plus, qui mettent plus de l'avant leurs propres outils pour se gouverner, justement. Puis moi, je vois vraiment là, des gouvernements autonomes émerger dans que ce soit dans chacune de nos Premières Nations ou à l'échelle de la nation, si c'est possible, mais que je vois des gouvernements qui vont émerger, qui vont s'affirmer, qui vont diriger, et avec une population qui va être derrière ces gouvernements-là. Oui. Hélène, tu dis, il y a une image qui me vient en tête, c'est drôle. Tu dis, on fait des pas, mais tu sais, des fois, quand tu es dedans, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis on va dire, l'image qui me vient en tête, c'est un peu celle de, tu sais, quand tu prends du poids, tu t'en rends pas nécessairement compte sur le coup, mais tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, là, quand tu regardes des vieilles photos, tu te dis, sacrément, j'en ai pris un peu. Là. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. C'est un peu l'image que je me fais. Je sais pas si c'est une belle image, là, mais... Oui, puis moi, je trouve, j'écoute les jeunes aujourd'hui, là, parce que j'ai eu la chance de participer dans les premiers événements. J'écoute les jeunes, comment vous pensez aujourd'hui. Moi, ça me rassure énormément. Puis je pense qu'on a de la relève. Les jeunes sont de plus en plus éduqués. Puis je pense que les jeunes ont cette vision-là d'autonomie, de fierté, de retrouver ce qu'on était là, dans notre essence même comme peuple. Oui, vraiment.
Merci, Hélène. Ghislain? Oui, encore une fois. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, bien écoutez, non, je pense qu'il nous soit permis de rêver, c'est déjà beaucoup, là, en fonction d'un passé qui nous est collectif, qui n'a pas toujours été de tout repos. Euh, je pense que lorsqu'on décompose autodétermination, il y a le mot détermination. Et c'est sans doute ça la partie la plus importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Et sur cette base-là, je veux dire, tout est possible là, dans 15 ans. Ça dépend des efforts que nous y consentons à partir de maintenant. Et pour moi, là, c'est ça le plus important, sans doute, dans les défis qui se présentent à nous et qui vont, je parlais tout à l'heure de la Convention, puis le fait que ça a pris finalement 45 ans là, pour que la Nation CRI puisse voter sa première loi. On peut-tu se dire à nous, bon, je pense, on peut-tu réduire ça de moitié sans être idéaliste à outrance, et dire, OK, on peut-tu se donner ce défi-là? Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous jeter le blanc là, pour avoir essayé d'accomplir quelque chose, peut-être en fonction d'un échéancier que nous nous aurons nous-mêmes fixé. Marie-Claude parlait un peu plus tôt de C92, le projet de loi fédéral là, qui nous permet finalement de nous doter nous-mêmes d'un cadre législatif en matière de protection de la jeunesse. Hein. C'est un projet de loi qui a déjà un peu plus d'un an hein, depuis son adoption. Et on est dans une phase là, qui nous permettrait de procéder à sa mise en œuvre. Mais on est tout le temps un peu rappelé un peu à l'ordre par des espèces de conflits de compétences entre le fédéral, la province ou vice-versa. Et on est souvent, on se retrouve un peu, je veux dire, un peu en sandwich là, entre ces deux volontés-là, alors que si on allait chercher la conviction nécessaire au niveau de nos populations, on dirait aux deux gouvernements, ben, allez vous foutre, là. On est capable de se doter nous-mêmes d'un cadre législatif qui nous convient. Et je crois savoir qu'il y a déjà certaines nations qui ont déjà cette volonté-là, qui l'ont déjà exprimée. Mais je pense qu'il faut vraiment y consentir. Si on consentait plus d'efforts à agir plutôt que réagir, ben, ce serait déjà beaucoup, à mon sens. C'est un peu tout ça aussi qui se présente à nous. Là. Moi, écoutez, je demeure extrêmement optimiste pour la suite des choses. Et à mon sens, là, ça repose sur cette importance et cette nécessité là, de maintenir la mobilisation citoyenne. Ça, c'est extrêmement important à mon sens. Là, et ça, c'est une responsabilité qui nous appartient à tous. Oui. M. Picard. Marie-Claude, de ton côté, dans 15 ans, où est-ce qu'on se voit? Oui. Ben dans 15 ans, je pense que autant Mme Bacon que M. Picard, désolée, je sais, a dit des mots pertinents pour justement vers quel avenir chaque communauté veut se rendre. Et pour se rendre là, je pense que les gens ne doivent pas avoir peur, doivent avoir confiance en eux. Comme disait Ghislain tantôt, c'est au lieu de réagir, ben, d'agir, d'avoir un appel à l'action collective et de ne pas avoir cette crainte-là de dire « Ah, ben il y a le gouvernement fédéral et provincial et tout ça ». Je pense que pour se dire un peuple indépendant, souverain, aller vers l'autodétermination, ben, il faut y croire, puis il faut se lancer, puis agir comme tel. Et pour ça, je pense qu'il faut surtout, comme disait Mme Bacon tantôt, c'est de travailler ensemble. Donc,
Aussi, bon, c'est sûr que moi, en tant que juriste, ce que j'aimerais voir aussi, c'est d'avoir un système de justice alternative inou. Donc, on le voit chez différentes nations là, où ils ont créé leur propre, mettons, tribunal. Donc, un système de justice alternative qui, selon les traditions, les coutumes inoues, gère les problèmes quotidiens qui arrivent dans les communautés. Moi, je pense que c'est une façon vraiment de se dégager justement de toutes les problématiques qui arrivent dans les tribunaux canadiens. Donc, si on avait notre propre système de justice, je pense que ça serait très intéressant pour notre nation. Et certainement, par rapport aux droits ancestraux, j'aimerais vraiment qu'il y ait un changement dans la jurisprudence canadienne pour justement cette preuve des droits ancestraux. Donc, juste pour verbaliser un peu, oui, la Constitution, l'article 35 de la Constitution reconnaît que les peuples autochtones ont des droits ancestraux, mais si on n'a pas signé de traité, on doit les prouver devant un tribunal, et c'est les peuples autochtones qui ont la charge de prouver qu'on a des droits ancestraux selon les critères de la Cour suprême du Canada. Donc, la plus haute cour du Canada a défini les critères. Et ça prend énormément d'expertise, c'est des dossiers qui se rendent tout le temps à la Cour supérieure, Cour d'appel et Cour suprême du Canada. Ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Ça coûte très cher. Et je trouve que c'est un non-sens que ce soit les peuples autochtones qui aient ce fardeau de la preuve-là quand tout le monde sait que quand les Européens sont arrivés au Canada, les peuples autochtones étaient là. Donc, pour moi, je pense que ça serait, c'est ce que je souhaiterais qu'il y ait comme changement dans les 15 ans, en plus de ce que les deux autres panélistes ont rajouté. Merci beaucoup, Marie-Claude. Écoute, je pense qu'on se souhaite le meilleur. On se souhaite de l'autodétermination aujourd'hui, mais dans les 15, 30, 50, 100 prochaines années, évidemment. Je vais me permettre de te corriger, Marie-Claude. C'est Hélène Boivin qui est avec nous et non Madame Bacon. Pour pas que les gens, peut-être à la maison, qui disent « Mais mon Dieu, c'était-tu Hélène Boivin ou c'était Madame Bacon? » Dis-moi pas qu'elle s'est mariée la semaine passée. On va maintenant aller à quelques questions. On a quelques questions. On me dit que M. Raphaël Picard avait une question. Je ne sais pas, Raphaël, si on peut vous projeter à l'écran. Donc, vous pourrez nous donner votre question de façon orale. Donc, oui, Raphaël. Oui. J'espère que tout le monde va bien et que je vais essayer d'être très bref, pas nécessairement d'essayer de regrouper tous les commentaires qui ont été faits, mais je vais essayer de donner le spectre de définition et d'application de l'autodétermination. Moi, je pense qu'avec l'expérience qu'on a, quand même, on n'est pas des jeunes, je pense qu'au cours du cheminement de l'autodétermination, maintenant, est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est basé sur la souveraineté. Et la souveraineté, c'est de débarquer de la Fédération canadienne, débarquer de tout lien constitutionnel ou de tout lien coloniaux. Le deuxième volet de cette même souveraineté, ce serait une souveraineté partagée. Ça veut dire une révision constitutionnelle, un réaménagement constitutionnel qui ferait des peuples autochtones des partenaires à part entière de la Fédération. On serait dans la Fédération, mais on serait des partenaires à part entière, comme le Canada et les provinces le sont. C'est ça le problème qu'on a présentement pour essayer on serait peut-être pas le troisième ordre de gouvernement, on essaie tout le temps d'être le premier ordre, mais je pense que cette situation-là peut être
peut être investigué. Mais sauf que pour faire des changements constitutionnels, il faut l'accord de plusieurs provinces. Pour réouvrir la Constitution, il faut avoir l'accord de plusieurs provinces et un pourcentage là, de la population canadienne pour réouvrir la Constitution si on doit avoir une souveraineté partagée. L'autre niveau du spectre, ce serait l'autonomie avec accommodement. C'est sûr, on reste toujours dans le régime constitutionnel actuel. C'est sûr que si on doit faire un accommodement, si le gouvernement central et le Conseil de la Fédération veulent bien nous accommoder, ce serait des accommodements strictement, on pourra leur dire enlever la loi des Indiens en Mandela, donnez-nous la capacité de reconnaissance, votre capacité de reconnaissance de nos droits ancestraux et d'avoir des gouvernements autonomes pourraient faire chacune une constitution et des lois, là, des lois qui seraient toujours en fonction avec le partage des pouvoirs. Il ne faudrait pas être à l'encontre du fédéral des lois, des pouvoirs fédéraux et des pouvoirs des provinces. L'autre zone d'accommodement, là, ce serait qu'on puisse signer des ententes d'autonomie gouvernementale qui existent, mais 2.0. Il y a des ententes d'autonomie gouvernementale, mais qui sont pour la supervision directe d'Ottawa. Et il ne faut pas qu'il enflamme des luttes de juridiction entre les provinces et Ottawa. Et moi, je pense, candidement, là, on doit passer par ce spectre-là. Et ça veut dire, si on doit le passer, surtout il faut deux liens. Le lien des représentations politiques et aussi le lien populaire, la mobilisation des gens, des membres des bandes. Et aussi, il faut se donner aussi une certaine mobilité. Il faut surtout les deux niveaux, là, la souveraineté. Si on coupe les liens avec la fédération, ça veut dire on est pris dans une lutte de souveraineté étatique. Là, il faut nécessairement on va être pris à zéro, là, à partir de zéro avec nos propres moyens et notre propre intelligence. Et moi, je pense que c'est de la gradation que je voulais faire là, pour un peu une gradation utilitaire là, dans la réflexion. Je trouve ça très intéressant ce que vous apportez, Raphaël. J'ai envie de peut-être faire un tour d'horizon avec nos panélistes vite fait sur peut-être ce que vous apportez. Je ne sais pas si du côté d'Hélène ou du côté de Marie-Claude ou de Ghislain, vous aimeriez réagir à ça. Je comprends que ce n'était pas nécessairement une question en soi, mais c'était plus un commentaire. Là, mais j'aimerais peut-être vous entendre par rapport à ça, si vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas. Bien, en passant, ce que Raphaël dit, si je comprends bien, en tout cas, nous, à Meshtouyat, ça fait plusieurs années qu'on essaye de se faire reconnaître puis d'amener la notion de nation à nation. Tu amènes un volet là, qui est celui là, de faire en sorte qu'on reconnaisse un troisième ordre de gouvernement. Puis on se rend compte que c'est très difficile de faire changer la machine fédérale puis provinciale parce que c'est un gros bateau. Fait que moi, je pense que, en tout cas, c'est correct. Ça peut être un objectif à atteindre, mais nous, il me semble que ça fait ça fait plusieurs années qu'on met de l'énergie là-dedans, puis ça n'a pas nécessairement donné de résultats. Fait que je pense que maintenant, il faut vraiment compter sur nous-mêmes le plus possible. C'est sûr que les gouvernements d'à côté, à quelque part, on ne peut pas les oublier, ça, je suis d'accord, là. Mais d'un autre côté, je pense que c'est à nous autres mêmes de déterminer la direction qu'on veut prendre puis la façon dont on veut la prendre, ces directions-là.
moi, je réagirais de cette façon-là parce qu'écoutez, nous, là, ça fait 40 ans qu'on négocie là, actuellement un traité, là, puis on n'est pas arrivé encore à ça. Là. On parle encore de reconnaissance des droits, on parle encore d'avoir un niveau de gouvernance qui n'est pas juste une délégation d'autorité comme il nous est proposé. Parce que c'est ça, dans le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est ça qu'on nous propose, là, des délégations d'autorité. On nous dit, bien écoutez, là, la Constitution canadienne a fait en sorte de répartir les pouvoirs fédéral, provincial, puis vous autres, essayez de vous insérer là-dedans. Je pense que maintenant, ça, faut essayer de voir plus loin, puis de voir en fonction de notre vision le plus. Je sais que c'est pas évident parce que justement, on a besoin de se décoloniser, puis on a besoin de se ramener en se disant, bon, ben nos ancêtres, ils auraient pensé ça comment, ils auraient fait ça comment, ils auraient structuré ça comment, puis ça demande beaucoup de travail, mais il faut à tout le moins essayer pour pouvoir avoir quelque chose qui nous ressemble, puis dans lequel on se retrouve. Parce qu'on le voit, la Constitution canadienne, je ne veux pas être plate, là, mais j'ai envie d'être plate. L'article 35, à la limite, c'est une coquille vide. Là. Mais tu l'as mentionné tantôt, la jeune avocate. Écoutez, on est obligé de faire la preuve. On a des droits qui sont supposés être reconnus dans l'article 35. Mais pour ça, il faut qu'on en fasse la preuve. Puis le niveau de preuve est énorme. On a réussi en 40 ans, dans une cause de la Cour suprême, à faire reconnaître un petit aborigène. Fait qu'en tout cas, là, juste ça pour dire... Non, mais je suis craquée parce que moi, ça fait... Écoutez, peut-être que moi, je suis une guerrière finie, je ne sais pas, là, mais moi, en tout cas, je considère que vraiment... Essayons... Je sais que le système d'à côté, on ne peut pas faire totalement outre, mais essayons de voir comment nous, on veut que les choses se dessinent, puis comment on veut qu'elles se forment et elles se structurent, parce que, bon, on le voit, là, même là, nous autres, on essaie de parler de notre... D'ailleurs, la Constitution canadienne, j'arrête là, c'est la pire erreur historique de ne pas reconnaître les peuples autochtones comme étant un troisième ordre de gouvernance, que ça ne soit pas possible. C'est terrible. Puis aujourd'hui, on vit avec cette erreur historique-là parce qu'on essaye, nous, justement, de mettre nos couleurs puis d'avoir nos propres façons de faire. Puis on se fait tout le temps dire, ben non, la Constitution canadienne, elle est structurée comme ça, puis ça marche comme ça, puis vous devez faire avec. Bien, moi, je pense que là, on est rendu à un autre niveau. C'est correct, ça existe, ça, mais nous autres, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on vise, puis comment qu'on veut que ça se dessine. Je pense qu'on est rendu là. Je ne sais pas si on peut mettre les applaudissements en régie, là, mais je trouve ça beau ce que tu dis, Hélène. C'est le fun. J'aime ça quand tu t'emportes comme ça. Non, mais là, parce que moi, le système, on essaye depuis longtemps, puis c'est très dur. On le voit même le Québec qui conteste, et c'est terrible. Là, le projet de loi C-15, systématiquement, le Québec le conteste devant les tribunaux parce qu'il considère que ça l'attaque son intégrité. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on a des signaux assez clairs aujourd'hui, là, que si on ne dessine pas nous autres mêmes comment on veut que ça se passe, là, bien, on est foutus. C'est pas compliqué, là. Parce que dans ce système-là, on fonctionne dans un système qui est fondamentalement et qui est encore colonialisme, là. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on s'en sorte, là. Merci, Hélène. Ghislain ou Marie-Claude, je ne sais pas si vous vouliez, vous aussi, peut-être réagir à ce qui nous a été partagé par Raphaël. Est-ce que, Marie-Claude, tu veux y aller ou je peux y aller? Ah oui, OK. Bien, écoutez, non, l'exemple que nous fournit généreusement Raphaël, et je pense que c'est très bon parce que il y a la question de la gradation, mais qui amène peut-être un autre aspect que je trouve extrêmement important de rappeler. Là, c'est tant qu'on restera collé à cette espèce d'automatisme, de se voir un peu comme un troisième ordre de gouvernement, bien, en partie, on tombe dans le piège. Là. Et je pense qu'on est des structures de gouvernance fondatrices au niveau du pays. C'est ça qu'il faut exactement faire valoir. Et c'est un peu pour ça, puis le commentaire de Hélène, là, par rapport au niveau constitutionnel, ça, c'est une autre question importante parce qu'effectivement, là, je veux dire, la tournure des événements au début des années 80 a contribué aussi quelque part à asseoir une certaine responsabilité, compétence au niveau des gouvernements provinciaux qui étaient
peut-être pas aussi clair avant. Et ça, je pense que c'est également autre chose qu'il nous faut, avec laquelle, une autre réalité avec laquelle il nous faut composer, d'où l'importance de revenir un peu à l'exercice que semblait suggérer Raphaël au niveau des choix qui se présentent à nous et des choix que nous avons à faire. Ça, c'est extrêmement important. Puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que la réflexion de Raphaël devrait être multipliée par à peu près 20 000 là, pour avoir vraiment un bon portrait de ce que nous voulons comme projet collectif là, en termes de structure de gouvernance pour la nation. Ça je pense que c'est un élément, encore une fois, au risque de me répéter, là, qui est absolument essentiel, là, qu'on trouve un peu notre voie là, vers cette réflexion là, qui devrait nous amener vers des pistes qui méritent d'être poursuivies. Mais pour moi, l'aspect qui, à mon sens, est encore plus important, là, c'est, au risque de me répéter, c'est comment on maintient cette mobilisation-là au niveau de nos populations. Écoutez, je regarde un peu ce qu'on a comme scène aujourd'hui, là, comme étant une belle opportunité. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait entre, mettons qu'aujourd'hui, là, c'est le point A, puis on va se rendre éventuellement à un point B, là. C'est quoi qu'est-ce qu'on fait entre le point A et le point B? C'est un peu la question qui se pose, hein, parce que sans ça, on est condamné à répéter les mêmes exercices. La parenthèse que j'aimerais ajouter, là, puis ça revient un peu soutenir ce que j'avançais plus tôt. Ça fait déjà quelques années là, que j'ai vraiment l'honneur et le privilège de participer à cette séance de graduation de nos finissants Innu, qui rassemble l'ensemble des communautés en marge du festival Innu Nagamu. Et pour moi, là, ça fait partie de ces symboles qui sont extrêmement importants pour la nation. C'est toujours une question de savoir ce qu'on en fait et comment on en fait la promotion. Et pour moi, c'est des gestes comme ça qui vont sans doute contribuer là, à maintenir cette mobilisation-là. Mais je pense qu'ultimement, là, il faut vraiment se situer. Puis la question de C92, un autre exemple, c'est qu'on est à la merci des processus qui nous sont imposés tant qu'on reste silencieux, qu'on garde le silence. Et moi, C92, je disais à des collègues, là, si je veux dire, on laisse le Québec faire ce qu'il veut faire là, au niveau de son renvoi à la Cour d'appel là, pour contester la constitutionnalité de C92. Là. Écoutez, on est fait, là. Ça prend, oui, au niveau légal, mais on est fermement engagé, mais on a besoin également d'une stratégie sur le plan politique pour justement faire entendre à tout le monde que c'est dommage, là, le Québec, tu n'as pas le droit. Mais ça prend notre propre détermination. On me dit qu'on avait une autre question, puis je vois le temps qui file, on a jusqu'à 13h30 à peu près, puis j'ai envie peut-être de prendre une dernière question, puis je vais vous demander d'être bref peut-être dans votre intervention. C'est Conseil de Matimekauche qu'on va aller rejoindre. Donc, je pense que vous aviez une question. OK. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Bonjour tout le monde. D'abord, félicitations aux gens responsables d'avoir mis en place le fameux forum. Un forum très important parce qu'on parle des grands termes comme l'autodétermination, la Constitution, puis tous celles qui sont intervenus à ce sujet-là. OK? Sans oublier par rapport à nos discussions, aujourd'hui, je veux quand même saluer, souhaiter de bonnes fêtes à nos femmes Innu. Hein, c'est femmes en général, c'est la journée de la femme autochtone, ou en tout cas internationale. Alors, bonne fête aux femmes Innu. Moi, mon intervention au plan politique, parce que je suis un élu, OK, je suis un élu, moi, je fais une intervention politique. Je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un administrateur. Basé sur mon expérience de négociation à partir du CAN, à l'époque du CAN.
la dissolution du CAM, les groupes en division qui ont continué à négocier. Dans la nation Innu, il ne faut pas l'oublier, on est 9 communautés. Il en demeure 3 qui sont toujours en processus de négo. On les connaît, Natashquan, Nissipit, Mustoyash. Pour avoir écouté certains commentaires des gens qui sont dans l'intervention du forum, je pense que la première chose que je devrais dire en tant que chef de la communauté de Massamécouche-Lac-John, l'autodétermination commence par soi-même. Je m'explique. Le peuple Innu. On est 22 000, je pense, de population du côté Québec, excluant nos frères Innu et sœurs du Labrador. Mais pourquoi j'amène ça? Si on ne peut pas, comme individu, comme membre Innu, parlons sur le terrain, parlons de la réalité de nos communautés qui vivent dans la misère et dans la pauvreté. On connaît la situation géographique, au plan socio-économique aussi. Ce n'est pas toutes les communautés qui signent des ententes à caractère économique. C'est loin d'être une autonomie, ça, quand on parle, parce que c'est des richesses qu'on signe qui sont exploitées sous nos territoires. OK? C'est des ententes économiques, ça. Ça crée des emplois, de la formation, puis un petit peu de redevances. Mais la grande question n'est pas là. La grande question, si on veut être autonome, si on veut vraiment accéder à ce terme-là, c'est que d'abord et avant tout, sans le territoire, on ne peut pas être un peuple déterminé à être ce qu'on appelle l'autodétermination. Sans territoire, sans ressources, on ne peut pas. Et de se faire remarquer depuis l'existence de ce pays, la fameuse constitution qu'on parle, la loi sur les Indiens qui nous dirige, à tort et à travers, puis le pouvoir d'un chef restreint dans son statut de réserve, puis politiquement, c'est des batailles interminables sur nos territoires. C'est de ça que je plaide comme cause. Et ce n'est pas d'hier. Même bien avant la structure du CAM à l'époque. OK? Bien avant la Convention d'Abbé James. 46 ans, jour pour jour, que la Convention est signée. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment un gouvernement régional comme les Inuits, comme la nation Cri ou la nation Naskapi? Gare. Le vrai pouvoir appartient au peuple et de son territoire. Qu'il ne fasse pas dicter par soi-même, par des politiques gouvernementales, que ce soit d'ordre provincial ou fédéral. On n'a pas à dicter. C'est une bataille de longue haleine qu'on mène toujours. On est loin. Et j'ai remarqué un petit commentaire, je vais la nommer. Mme Boivin disait, pour réussir, j'y crois toujours. Peut-être pas de mon vivant, je verrai ce terme-là se réaliser. Des générations futures. J'y crois toujours, de notre bataille politique. Mais peu importe le niveau, régional, national, international. Mais la vraie question qui se pose dans la nation Innu, dans notre grande nation Innu, c'est l'unité. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'unité. Nos sages de ce monde, nos ancêtres, quand la structure du CAM a été mise en place pour accepter une revendication territoriale avec le Québec et le fédéral à l'époque, c'était un territoire, un gouvernement, une nation. Il n'y en avait pas de frontières. Il n'y en avait pas de chicane comme on connaît aujourd'hui. Des lots familiaux, à gauche puis à droite, puis ça ne finit plus. La grande sagesse de nos aînés, quand ils ont décidé de dire que la nation, le peuple Innu, il est composé de son grand territoire, où il n'y a pas de frontières, il n'existe pas de frontières entre nous. Donc, comment qu'on arrive à changer ça? Et c'est pour ça que je rejoins Mme Boisbel, puis je termine là-dessus. J'en aurais long à dire là-dessus. Ça prend de l'unité, de la solidarité. Qu'on gagne pas, l'important qu'on soit solidaire. Et l'autre chose qu'il faut aussi regarder, c'est le terrain, le quotidien de nos membres, notre nouvelle jeunesse. Elle est malade, notre nouvelle jeunesse. Problèmes de consommation de toutes sortes. Il faut sauver cette génération-là. En parallèle, notre bataille qui est de niveau international, à s'auto-terminer, à être reconnu comme peuple qu'on détient un territoire pour un titre d'aborigène. Et que tout ce qui repose sur le territoire, en termes de ressources, on est des propriétaires. Voilà mon message politique pour arriver. Et la jeunesse qui pose derrière nous, il faut aussi la sauver. Parce qu'un jour, si on est autonome d'un territoire, il faut avoir les ressources humaines et financières pour en arriver à redresser le chemin comme il se doit dans l'avenir d'un peuple digne et fier. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. McKenzie.
chef de la communauté de Matimekauche-Lac-John. Monsieur McKenzie, j'espère qu'on va avoir l'occasion de vous revoir vendredi. Écoute, j'enchaîne rapidement. Là. Je remercie nos panélistes qui étaient avec nous aujourd'hui. Hélène, merci beaucoup d'être venue avec nous en studio. Je pense à Ghislain Picard. Chef Ghislain Picard, je vous vois là, sur l'écran. Je vous remercie. Merci pour votre générosité. Merci pour avoir été avec nous. Marie-Claude, même chose. Merci beaucoup. Je suis certain qu'on va avoir l'occasion de se revoir, de discuter encore d'autodétermination. 1h30, 2 heures, là, c'est très court. Je pense que ces discussions-là, il faut les avoir. C'est important de les avoir ensemble. Je pense que AISH4 est un bon médium pour avoir ces discussions-là. Donc, merci d'avoir participé à l'ouverture de notre forum, d'avoir brisé la glace avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion certainement de vous réinviter dans d'autres dans d'autres discussions, d'autres cercles de discussion à AISH4. Donc, merci beaucoup. Oui, bien oui, bravo. Et, chef McKenzie, je le disais tantôt, le vendredi, on a un cercle des décideurs, donc notre Zoom du vendredi de cette semaine. On va avoir une rencontre avec des élus, des chefs, des directeurs généraux dans les communautés. On espère vous y voir, certainement. On espère que vous allez participer au forum toute la semaine aussi. Parce que cette semaine, on parle de ça, on décline l'autodétermination. Aujourd'hui, on a parlé d'autodétermination un peu plus le terme, et cette semaine, on va décliner cette autodétermination à travers différentes thématiques. On pense au territoire. Demain, on parle du Nitassinan. Mercredi, on va parler des familles, de l'enfance et du système de justice également. Et jeudi, on va parler de nos perspectives socio-économiques. Donc, manquez pas ça, nos Zooms, toute la semaine, de 11h30 à 13h. C'est gratuit, c'est disponible sur Zoom, c'est disponible sur Facebook Live également. En après-midi, donc, suivant chacun des Zooms, on a des ateliers collaboratifs. Les ateliers collaboratifs, c'est si vous avez envie de vous mettre un peu les deux mains là-dedans, de partager vos idées à vous, vos expertises personnelles, bien, ce sera l'occasion de le faire. On ferme les inscriptions pour les ateliers collaboratifs de l'après-midi cet après-midi. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est l'occasion de le faire. aish4.ca. Je ne sais pas si on peut partager l'image. Je ne sais pas si on a une image qui dit notre site Internet, mais aish4.ca pour vous inscrire. C'est gratuit, c'est pour les Inuits. Donc, c'est important de participer. Peu importe votre expertise, peu importe vous êtes qui, je pense qu'on l'a mentionné aujourd'hui, c'est important de s'impliquer en tant que citoyen dans cette démarche d'autodétermination. Donc, le forum, c'est l'occasion de le faire. C'est peut-être un premier pas pour certains d'entre vous. Donc, ça nous fait plaisir de vous offrir cette opportunité de venir partager vos idées et de prendre part au portage vers l'autodétermination. Et on a plein d'activités cette semaine, des webinaires, des ateliers thématiques. Mardi soir, on a une soirée un peu plus festive, on va dire. On va être de retour ici en studio avec une soirée de contes, légendes et musique. Donc, on va avoir Patrick Courtois, Télège Bégin et Nimouk Canapé qui vont venir passer une soirée le fun là, avec nous autres, nous faire des contes, des légendes, un récit de vie. On va avoir de la musique avec Nimouk, donc vous ne voulez pas manquer ça. Encore là, c'est gratuit sur Zoom. Puis je vous invite cette fois-là, ça va être diffusé sur Facebook, mais l'expérience Zoom est encore plus haute parce qu'ici, on est dans des studios à Québec virtuels. Puis je ne sais pas si on peut avoir la caméra derrière moi, mais on voit les écrans. Je vous vois, là, je vois les petites têtes là, partout là, sur Zoom. Et dans cette soirée-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est démuter vos micros. Donc, on va pouvoir vous entendre rire, applaudir, interagir avec les artistes qui vont être avec nous ici sur scène. Donc, connectez-vous au Zoom. Là, c'est hot. On a envie de vous entendre, on a envie de jaser avec vous autres, on a envie d'interagir. C'est super le fun. On est loin. C'est notre façon à nous de se sentir proche. Donc, c'est ça, participer, c'est super le fun. aish4.ca, toute la programmation est là. Sur Facebook également, on a un concours, des prix de présence pour les gens qui participent dans des ateliers thématiques de l'après-midi. On a des prix à faire tirer pour les gens qui participent à ces ateliers-là. Donc, super occasion, c'est super le fun. Et je vais conclure en disant, certains l'ont déjà mentionné avant moi, mais aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et on en a une et toute une avec nous. Donc, Hélène, écoute, on a des fleurs à t'offrir. Écoute, la place des femmes, je pense, dans la société Innu est super importante.
de façon ancestrale. Hein? Moi, j'ai entendu des récits où est-ce qu'on parle de la place des femmes, la place que la femme, elle avait sur le campement Innu. Je pense que c'est important d'honorer nos femmes, la place qu'elles ont eue, mais la place qu'elles continuent d'avoir aujourd'hui dans nos communautés. C'est important de redonner la place aux femmes. J'ai entendu ça dernièrement dans une de nos discussions. Je pense que c'est Joséphine Bacon ou Michel Audet qui le mentionnait, mais c'est important de redonner la place aux femmes. Vous en avez une dans nos communautés. Et on veut vous voir, donc, participer à notre forum. Hélène, merci encore. Donc, aujourd'hui, célébrez vos femmes, célébrez Aishkat, et on se revoit cette semaine pour d'autres discussions autour de l'autodétermination. Merci beaucoup à tous. Donc, on vous souhaite une bonne semaine.